Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition. Voici les titres de ce 20h. Grande préoccupation des usagers de la route à Cotonou, la stagnation de l'eau sur certaines artères, notamment la descente du pont de Djonou dans la commune d'Abomey-Calavi en cause des constructions sur les exutoires. Le préfet de l'Atlantique et le directeur général des infrastructures Osseton, vous les entendrez dans cette édition. L'énergie au cœur des investissements au Bénin, un forum économique et commercial bénino-finlandais s'y est penché. Le ministre Adona Jean-Claude Osso a conduit la délégation béninoise en Finlande à suivre la substance des échanges dans cette édition. Et puis le projet asphaltage, le projet assurance pour le renforcement du capital humain dans son volet assurance maladie a effectivement démarré. 3 zones sanitaires sont prises en compte pour la phase pilote. William Aguiar nous en dit plus. Bienvenue si vous nous rejoignez en marge de l'intronisation de l'empereur Naruhito au Japon. Le président Patrice Talon a rencontré des investisseurs japonais. Il s'agit d'une délégation de la société japonaise Marubeni. La construction d'une usine de textile était au cœur des échanges. Des précisions avec Ricardo Loïc-Pekou. Tokyo est l'une des plus grandes villes du monde avec une population d'un peu plus de 13 millions d'habitants. Capitale du Japon, Tokyo associe ultra-moderne et traditionnel, gratte-ciel illuminé et temples historiques. La ville offre une large variété de lieux touristiques. Les infrastructures routières sont extrêmement bien développées, commerce et industrie y sont florissants. C'est certainement cette image que le président Patrice Talon veut donner à son pays, ce qui justifie les nombreux travaux routiers entrepris dans les grandes villes du Bénin. Le chef de l'État, dans son souci permanent d'assurer un mieux-être aux Béninois, a saisi l'occasion de sa présence au Japon pour rencontrer une délégation de la société japonaise Marubeni. Conduite par le manager général Shigeru Yamaguchi, les discussions entre le chef de l'État et la délégation japonaise ont porté sur l'évolution du projet de construction d'une usine de textile à Semekpodi depuis la signature en août dernier d'un accord cadre entre les deux pays. La recherche d'un investisseur stratégique, partie prenante du projet, a été la principale préoccupation soulevée par la délégation japonaise. On prend la direction de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono, a reçu en audience ce lundi 2 diplomates. Il s'agit de l'ambassadeur du Koweït près le Bénin et de son homologue du Maroc près le Bénin. Au cœur des échanges entre ces deux différentes personnalités et le président de l'Assemblée nationale, la coopération interparlementaire. Guillaume Avienou nous en parle. Regardez. Faisal Soulaiman, ambassadeur du Koweït près le Bénin, au cabinet du président de l'Assemblée nationale, Louis Gbéounou Vlavonou. Le diplomate koweïtien vient présenter ses civilités à la deuxième personnalité du Bénin et évoquer avec lui les opportunités qu'offre son pays aux hommes d'affaires béninois. Nous avons saisi le président de l'Assemblée nationale et moi-même cette occasion pour relever l'importance des échanges de visites entre diplomates et entre parlementaires des deux pays afin de renforcer les deux relations sur le plan institutionnel, c'est-à-dire sur le plan en ce qui concerne les deux assemblées. Il a été aussi question d'échanges de visites entre hommes d'affaires des deux pays afin que les relations aussi bonnes diplomatiquement réjaillissent plutôt sur les relations commerciales et sur les relations au domaine des investissements au Bénin. À la suite de l'ambassadeur du Koweït près le Bénin, Rachid Rigby, ambassadeur du Royaume du Maroc près le Bénin. Monsieur Rigby souhaite le renforcement de la coopération entre les parlements béninois et marocains. Le Maroc et le Bénin ont d'excellentes relations. Et les deux institutions ont de très très bonnes relations entre la Chambre des représentants du Royaume du Maroc et l'Assemblée nationale. Ils travaillent ensemble à l'échelle internationale au niveau
de l'Union interparlementaire, l'Union des parlements africains et aussi l'association de la francophonie, où ils sont très actifs, où ils coordonnent leurs actions. Aussi, il a été convenu avec son Excellence Monsieur le Président la création d'un groupe d'amitié entre l'Assemblée nationale et la Chambre des représentants au niveau des députés, groupe d'amitié Maroc-Bénin. Un souhait auquel le président de l'Assemblée nationale du Bénin s'est montré favorable, conclut l'ambassadeur du Maroc près le Bénin. Passons à cette interrogation. Qu'est-ce qui est à la base de la stagnation de l'eau juste à la descente du pont de Djonou dans la commune d'Abomey-Calavi? La préoccupation semble trouver un début de solution. Des constructions sur les exutoires seraient à l'origine de cette situation. Le préfet de l'Atlantique et le directeur général des infrastructures haussent le ton. Ils se sont rendus sur place, une fois encore sur le terrain. Alessi Kenom et Herman Rodriguez-Megan, regardez. Voie à peine praticable, asphalte inondé, nous sommes à Godomin, à hauteur du pont de Djonou. Un tronçon ordinairement accessible, désormais calvaire. Pourquoi? Mystère. Du moins jusqu'à la matinée de ce mardi. Cette délégation est revenue sur les lieux avec des explications. On est venu ici hier, j'avais toute ma position, vous avez vu, j'ai resté ferme jusqu'à la fin. Comment on appelle, la solution d'hier ne me paraissait pas. Donc j'ai réfléchi, j'ai dit mais on a fait un exutoire ici à 200 mètres du pont. J'ai envoyé une équipe venir me voir si ça fonctionne. Ils sont venus ce matin, ça ne fonctionne pas. Non seulement c'est bouché et ils ont clôturé. Même la rampe d'accès là, ça bloque l'eau. Ce pan de mur, ça bloque l'eau. Des ouvriers sont déployés sur place pour désengorger et même casser une partie de la clôture afin de permettre la circulation de l'eau stagnée. L'écho visuel de cette manœuvre est perceptible. La pression de l'eau est passée à une vitesse exponentielle. Sur le banc des accusés aussi, ce site de vente de gravier, les récriminations des riverains se font audibles. Il envoie son eau rouge par là. Depuis que SNC a fini de travailler, il n'y a plus d'eau ici. Mais lui, il envoie son eau. La délégation s'est rendue ici où une partie de la maison est érigée sur un domaine géologiquement pas habitable. Je tenais quand même à vous montrer un peu comment les individus se comportent et mettent vraiment en péril la vie de tous les autres. Je crois qu'il va falloir vraiment que le Béninois commence à penser d'abord à la communauté avant de penser à soi. L'inspection s'est achevée dans cette maison dont la construction à cet emplacement dresse amplement le lit à la situation chaotique sur le bitume. Selon les explications, elle boucherait les conduits d'eau. Juste une brèche est ouverte. Et voici le résultat. Sur l'ensemble du parcours, le discours a été le même et à chaque fois, les propos du DGI prennent l'allure d'un impératif. Vous devez savoir que vous devez vous programmer pour quitter là. Vous allez voir la mairie. Si c'est eux qui vous ont recasé, vous allez voir. Avec beaucoup de dépit, les propriétaires terriens pensent obtempérer. On ne peut pas dire le contraire. C'est ce que l'autorité dit, c'est ça qui va se passer. C'est tout. L'eau continue pendant ce temps à rechercher la trajectoire qui lui est due. On prend la direction de Lokossa où le projet asphaltage prend en compte la ville de Lokossa. Les travaux ont amorcé une vitesse de croisière depuis que le gouvernement a accordé un avenant de délai à l'entreprise. Une équipe de la télévision nationale est allée constater dans l'élément que vous allez suivre. Il est question de la qualité des travaux, de leur opportunité et de leur achèvement dans le délai. Ghislain Poguet et Olga Mensa. Voici l'histoire d'une espérance qui a duré dans le temps, dans la cité de l'Espérance. Nous l'accueillons avec beaucoup de joie. Nous attendions cela, mais on n'attendait pas autant. On est surpris d'avoir si tant de kilomètres à la fois. Une anomalie corrigée. Ah oui, Lokossa méritait ça. Il a vu juste. Un rêve en passe de devenir réalité. Ce qu'on fait est vraiment merveilleux.
Des engins de chantier en marche 24 heures sur 24. Des ouvriers sur des chantiers 7 jours sur 7 pour aménager et réhabiliter la voirie de Lokossa. 3 catégories de rues à aménager. Une rue primaire long de 1125 mètres linéaires, 7 rues secondaires de 9470 mètres linéaires et 7 rues tertiaires de 2170 mètres linéaires. Sur la rue primaire, nous avons du bitumage à faire. Et ça, c'est une rue de 2x2 avec un TPC de 2 mètres. Des pistes cyclables de 2 mètres également à réaliser. Les rues secondaires, elles, seront en 1x2 voies en pavé sur les 7 rues secondaires. La rue 208 et la rue 211 seront bitumées. Pour les rues tertiaires, 4 seront également bitumées. Au total, 19 rues à aménager ou à réhabiliter à Lokossa pour 13 025 mètres linéaires. Les travaux ont démarré sur toutes les rues, surtout sur la rue primaire, les rues secondaires, nous sommes très avancés. Et sur les rues tertiaires, depuis bientôt 2 semaines, on a démarré avec les travaux de déplacement de réseau, les fouilles pour les travaux d'assainissement. Les habitants de Lokossa ont accueilli avec empressement et facilité le démarrage des travaux. Les populations de Lokossa ont vraiment collaboré avec nous pour pouvoir lever tous les obstacles qui se sont posés à nous. Aussi bien la population, aussi bien les autorités municipales, tous nos interlocuteurs. Dans la mise en œuvre de ce projet, tout le monde nous a vraiment aidés. Malgré la bonne volonté des populations et de l'entreprise, des contingences sont venues ralentir quelque peu les travaux. Des pluies diluviennes et les travaux de déplacement de réseau étaient les principaux freins. Le gouvernement a alors accordé à l'entreprise un avenant de délai de 5 mois et l'entreprise de s'activer pour mettre à profit ce temps supplémentaire pour achever les travaux dans les délais. On a multiplié les équipes. Actuellement, c'est carrément un redéploiement à nouveau de grandes ressources générales en matière de personnel et de matériel pour occuper tous les fronts, occuper toutes les rues, pour que réellement on puisse rester dans le délai. L'entreprise sous pression ne va-t-elle pas réaliser des ouvrages de piètre qualité? Directeur de travaux, habitants de Lokossa et responsables étatiques lèvent le doute. On a une mission de contrôle qui ne nous lâche pas une seconde. L'entreprise elle-même, rien que pour son image, est préoccupée par la qualité des ouvrages qu'elle doit pouvoir livrer au gouvernement. Donc par rapport à la qualité, nous on n'a pas de doute, on est serein. Ce n'est pas encore praticable, mais nous voyons que la qualité des travaux force l'admiration. Par rapport à la qualité, je crois que vous-même pouvez voir, quand on parle même de terrassement, l'épaisseur vraiment, elle est énorme. Parce que en fait, c'est des ouvrages qui allient à la fois qualité, résistance. Même pour l'esthétique, ils ont dû reprendre des choses. La conduite de ces travaux révèle une facette de la gestion de Patrice Talon, de la chose publique. Ces travaux permettent d'observer la bonne gouvernance que le chef de l'État a prônée. Il y a, disons, un contrôle, un suivi de près fait par nous, les autorités du département. En dehors de ça, il y a le ministère du cadre de vie qui descend régulièrement sur le terrain pour le suivi. En dehors de ces 2 structures, il y a l'unité présidentielle de suivi qui suit de près les travaux. Elle révèle également pour l'élu de la 18e circonscription électorale une autre facette de l'initiateur des travaux. J'étais présent le jour où le président présentait son programme d'action, ce que nous appelons PAG. Le chef de l'État, voulant prononcer le nom de Lokossa parmi les villes retenues, a jeté un coup d'œil vers moi. C'est déjà une grande satisfaction. Le chef de l'État a été très reconnaissant pour Lokossa. Mais les rues de Lokossa étaient-elles en si mauvais état qu'il faille mettre autant d'énergie dans leur aménagement? Et le besoin était pressant et pesant. Le besoin existait. Moi, j'ai géré Lokossa pendant 7 ans. C'est sincère, je connais les problèmes de Lokossa. La route est dégradée. Quand il pleut, l'eau stagne ici. Nous avons besoin de routes à Lokossa. Une ville sans de bonnes routes n'est pas digne d'être appelée ville. Le développement d'une ville se mesure à la qualité de ses infrastructures. La voie était vraiment dégradée. C'était tellement difficile à traverser. C'est comme si le chef de l'État est dans la tête des populations de Lokossa, quoi. Il s'est mis à leur place, à leurs attentes, quoi. Oh non.
La satisfaction et la joie des populations de Lokossa sont à la hauteur des souffrances qu'elles vivent dans les rues dégradées de la ville. Ce projet aujourd'hui, sans vous mentir, les populations en parlent partout. Il suffit de descendre sur le terrain pour voir. Si Lokossa n'était pas dans le programme, il fallait l'intégrer parce que les routes avaient été tracées mais n'ont jamais été aménagées. Ce projet ou ce programme est plus qu'opportun pour Lokossa, pour lui donner le caractère de ville. Nous ne pouvons que souhaiter l'accompagner pour continuer dans ce sens-là. On a fait un travail scientifique, un travail qui vise à terme de donner un visage nouveau à la ville. C'est une bonne chose, la pose des pavés. Aujourd'hui, nous souffrons, mais quand les travaux seront achevés, on sera heureux d'en profiter, puisque c'est pour nous que le travail se fait. Le fait d'avoir inscrit Lokossa, ça nous donne une grande satisfaction. Aucun président n'en a jamais fait, et ceux qui viendront faire en plus que lui, et je crois que c'est des gens qui vont venir après lui. Talons pour nous à Lokossa. Si le bon Dieu là, lui, il est en haut, on a dit. Talon, il est le bon Dieu en bas ici. Pour nous à Lokossa. La fin des travaux est prévue pour le 6 avril 2020. L'inondation, on en parle toujours. Comment juguler les opportunités, les problèmes d'inondation à Cotonou? Les autorités étatiques semblent trouver la solution. Il s'agit du programme d'assainissement pluvial qui en plus des collecteurs, offre à la ville 50 km de voies bitumées. Sa réalisation démarre dans le mois de mars 2020. William Tchoki nous en parle. Il vient régler ce problème devenu récurrent au sud du Bénin et surtout à Cotonou. C'est le programme d'assainissement pluvial, un programme phare du gouvernement qui a fait objet d'une rencontre à Paris en 2018. Une rencontre de mobilisation de financement. 6 bailleurs ont déjà donné leur accord de principe. Il y a la Banque mondiale qui a répondu, la Banque européenne d'investissement, il y a l'Agence française de développement, l'AFD, il y a la Banque islamique de développement, nous avons la BAD, la Banque africaine de développement, et la BOAD, 6 bailleurs qui contribuent à hauteur de 249 milliards à la résolution de ce problème récurrent que nous connaissons chaque année. Le programme d'assainissement pluvial, c'est 50 bassins à construire dans la ville de Cotonou. Un programme qui prend aussi en compte le dragage des couloirs d'écoulement, le curage et la réhabilitation de certains collecteurs. Schématiquement, il s'agit de réaliser de gros investissements en termes de collecteurs, de caniveaux, de curer les caniveaux existants pour mettre la ville hors d'eau, donc pour régler définitivement le problème des inondations à Cotonou. On va déplacer, libérer ces couloirs d'écoulement. Oui. Les bassins seront agrandis. On va augmenter le volume de rétention des bassins d'eau naturels. Comme par enchantement, ce programme a prévu de dédommager à hauteur de 6 milliards de francs CFA. Des gens seront déplacés, mais tout est prévu dans ce programme. C'est prévu les dédommagements de façon correcte. Nous sommes avec des partenaires techniques et financiers. Tout a été vu. Des négociations ont eu lieu avec individuellement chacun. Okay. Des PV, des procès-verbaux ont été établis avec le nom, le contact téléphonique de chacun. Donc, nous avons un répertoire de tous ceux qui sont aujourd'hui concernés. Il laisse aussi comme bénéfice pour la ville de Cotonou 50 km de voies à assainir, à aménager, puis couvertes de bitume. Il est prévu pour prendre fin en 2026. En plus des 54 km, 54 000 mètres linéaires de collecteurs à construire, nous avons également 50 km de rues à construire pour améliorer le drainage vers ces collecteurs. Ce qui amènera à la fin Cotonou à peu près 300 km. Donc, projet asphaltage, assainissement pluvial, environ 300 km de rues
à construire pour Cotonou, 54 km de collecteurs à construire pour Cotonou. À la fin, Cotonou sera hissé au rang des capitales, les métropoles les plus modernes. Autre actualité ce soir, lancé le 15 août dernier dans la commune d'Abomey-Calavi, le projet Assurance pour le renforcement du capital humain dans son volet Assurance Maladie a effectivement démarré. Pour sa phase pilote, 3 zones sanitaires sont prises en compte, dont celle d'Abomey-Calavi et Soava. William Aguia et Calvado Awanou ont d'ailleurs fait un tour dans cette zone sanitaire pour constater l'effectivité du projet. Suivez plutôt. Ruth, la vingtaine, tient entre ses bras son premier enfant. Une fillette de 4 jours accouchée au centre de santé d'Akasato. Nous sommes dans la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava, l'une des 3 zones sanitaires retenues pour la phase pilote du volet assurance santé du programme H. Reconnue pauvre extrême, elle bénéficie désormais d'une couverture intégrale par l'assurance maladie. Le RAVIP, je ne voulais même pas le faire. On m'a forcé à me faire enrôler et j'étais à la maison lorsqu'on m'a envoyé la carte. Depuis, je suis les soins gratuitement. Vraiment, je suis contente et je remercie le chef de l'État. Comme Ruth, son nouveau-né et son mari sont tous couverts par l'assurance maladie avec le panier de pathologies qui correspond à chaque catégorie. À l'hôpital de zone d'Abomey-Calavi, on retrouve Adeline, une autre bénéficiaire de l'assurance maladie. Entre ses bras, sa fille de 3 jours, prénommée Djezupego, comme pour rendre grâce à Dieu. Mais les bénéficiaires du volet assurance maladie ne se comptent pas que dans les couloirs des maternités. Démarrée le 15 août dernier, la phase pilote du volet assurance maladie du programme H a aidé à prendre en charge plusieurs centaines de compatriotes, rien que pour le compte de la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava. À la date du 6 octobre 2019, nous avons eu au total à prendre en charge 677 cas pour un coût total de 1 159 829. Qu'est-ce qu'il en est en réalité? Lorsque un pauvre extrême tombe malade et se rend dans un centre de santé ou à l'hôpital de la zone sanitaire Abomey-Calavi-Soava, il doit se munir de sa carte RAVIP et dès qu'il présente la carte RAVIP, il y a un certain nombre d'affections qui sont couvertes par cette prise en charge. Déjà, la consultation est gratuite, quelle que soit l'affection dont souffre le malade. Et en plus de la consultation, il y a un certain nombre d'affections qui sont définies. Lorsque le malade a le paludisme ou une infection digestive, une affection diarrhéique, il est couvert à 100%. Ça veut dire que et les médicaments qui sont nécessaires pour sa guérison et les bilans médicaux, que ce soit les bilans biologiques ou autres qui sont nécessaires, lui sont prescrits et lui sont faits gratuitement au niveau de l'espace de soins publics de la zone sanitaire. Ça, c'est la fiche assurance H pour les PE. En réalité, nous avons les fiches de soins et les fiches d'hospitalisation. Quand on reçoit le patient, on commence par les fiches de soins. Si cela nécessite l'hospitalisation, la fiche d'hospitalisation vient en complément avec la fiche de soins. Ici, tout est mis en œuvre pour prendre en charge les bénéficiaires en toute célérité. Si vous prenez le niveau centre de santé, donc le niveau première ligne, il y a tout le dispositif nécessaire, que ce soit le plateau technique comme les intrants, les médicaments et les consommables nécessaires pour prendre en charge les affections définies dans le paquet du volet assurance maladie du projet Arche. Et donc le problème ne se pose pas par rapport à cela. Au niveau de l'hôpital, qui est le deuxième niveau de soins, là également le dispositif est mis en place. Il y a, avant qu'on ne commence à prendre en charge les pauvres extrêmes, l'État
qui a accompagné la zone sanitaire en mettant 45 millions de médicaments sous forme de prêts à la zone sanitaire pour que nous puissions assurer la disponibilité permanente des médicaments. Aujourd'hui, il n'y a aucun problème par rapport à la prise en charge des pauvres extrêmes. Pour les 2 premiers mois de mise en œuvre, le paludisme est la pathologie qui vient en tête de celles prises en charge par l'assurance maladie, soit environ 85% du taux de fréquentation des bénéficiaires. Et pour en être un, il faut être reconnu pauvre extrême et être détenteur de cette carte d'identité biométrique, gratuitement imprimée par l'État et distribuée aux bénéficiaires. Au fur et à mesure que se déroule cette phase pilote dans la zone sanitaire à Abomey-Calavi-Souava, les cartes d'identité biométrique des bénéficiaires des 5 autres communes cibles sont imprimées et distribuées pour donner aux ayants droit un accès gratuit aux soins de santé selon un panier de pathologies bien identifié. C'est un panier de soins qui couvre 75% des affections les plus courantes qu'on rencontre dans notre pays. Et le panier a été choisi sur la base d'une étude technique qui a permis d'en évaluer le coût. Le panier contient à peu près 28 groupes de pathologies et d'actes médicaux et qu'on peut synthétiser en 10 grandes classes. Nous avons le paludisme, bien entendu, qui est la première cause de consultation au Bénin. Nous avons les maladies diarrhéiques, nous avons les infections cutanées, nous avons la pneumonie chez les enfants, nous avons les grossesses qui sont prises en charge aussi bien pour les accouchements ordinaires que pour les césariennes. Et nous avons les infections digestives. Donc nous avons toute une panoplie de pathologies dans le panier de soins qui couvre la plus grande partie des besoins, surtout des populations les plus démunies du Bénin. Et au regard des premiers résultats venus du terrain, le panier correspond parfaitement aux besoins des populations. Dans une démarche pédagogique, le programme Assurance pour le renforcement du capital humain est mis en route. La phase pilote du volet Assurance maladie vole déjà au secours des pauvres extrêmes de 7 communes cibles. Bientôt, la généralisation de ce programme qui va résoudre l'équation liée à l'accès financier aux soins de santé pour tous. Parlons à présent de ce forum économique et commercial. Le ministre d'Honneur Jean-Claude Oussou a conduit une forte délégation d'investisseurs béninois en Finlande du 2 au 4 octobre. Ils ont pris part au forum économique et commercial bénino-finlandais à Helsinki. Retour sur ce rendez-vous au cours duquel les opportunités d'investissement au Bénin dans le secteur de l'énergie ont été présentées aux opérateurs finlandais. Regardez. Opération de charme à Helsinki pour Jean-Claude Oussou et sa délégation dans un forum où l'objectif paraît double pour la partie béninoise. S'enquérir des possibilités d'affaires, mais aussi et surtout informer les opérateurs finlandais des opportunités d'investissement au Bénin, notamment dans le secteur de l'énergie. Dans le sillage du réchauffement des relations bilatérales entre les deux parties, cette rencontre tombe bien à propos à la suite des réalisations acquises aux yeux des autorités finlandaises. Je suis très fier d'entendre ce que nous avons pu accomplir par le biais du centre culturel de la Villa Caro au Bénin. Et en tant que ministre du Commerce, cela me renforce dans mon idée selon laquelle culture et affaires peuvent profiter l'une à l'autre. L'Afrique est le Bénin, terre de culture, oui, mais également destination d'avenir pour le commerce international, a estimé Jean-Claude Oussou. I'm confident that together we will make something happen on the win-win cooperation way. Je suis convaincu qu'ensemble, nous allons accomplir de grandes choses dans le cadre d'une coopération gagnant-gagnant. Ceci est mon appel d'Helsinki. Venez au Bénin pour travailler ensemble avec nous dans le secteur de l'énergie, mais également dans beaucoup d'autres domaines. To work together with us in energy sector, but in different other sectors. Le secteur énergétique, un pilier sur lequel pourrait s'appuyer la coopération économique entre le Bénin et la Finlande, selon le ministre béninois en charge de l'énergie. In energy sector, the priority of
La priorité du gouvernement est de faire de l'énergie un pilier pour le développement économique et social du Bénin. C'est pour cette raison que les énergies renouvelables sont cruciales dans notre programme énergétique. Ma conviction, c'est qu'en partageant nos cultures respectives, nous pouvons faire plus d'affaires. Et à la partie béninoise d'y aller de ses arguments quant à un climat des affaires plus que rassurant, instauré à coup de réformes. Il y a eu dans un premier temps la loi sur la simplification des enregistrements des sociétés. Aujourd'hui, il vous est possible au Bénin d'enregistrer votre société en 2 minutes grâce à l'Agence pour la promotion des importations et des exportations. Il y a eu des réformes en ce qui concerne le code des investissements. Il y a eu des réformes en ce qui concerne le code numérique et tous les délais ont été relativement simplifiés. Rencontres de travail, visites en entreprise et autres activités ont ponctué ce forum pour donner un coup d'accélérateur aux opportunités d'affaires entre opérateurs économiques béninois et finlandais. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez William Choki pour l'édition du soir à 23h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTV.